Christophe Dubon, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la FEBIAC, vous organisez le salon de l'auto. Alors, un chiffre pour commencer l'émission, 546 558 véhicules neufs immatriculés en 2017. On est dans quelle tendance? Moitié-moitié, moitié essence, moitié diesel, ou l'essence a pris le pas? L'essence a pris le pas l'an dernier sur le diesel en Belgique. Les tendances, c'est 48% d'essence pour 47% de diesel environ. Donc pour la première fois depuis très longtemps en Belgique, on a immatriculé plus de voitures essence que de voitures diesel sur une année. Ouais, et ça, c'est une tendance lourde. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer dans les 5-10 années qui viennent? Je dirais que ce qu'on vit actuellement est davantage un rééquilibrage logique d'un marché qui avait été faussé jusqu'à 2011 par les fameuses primes CO2, les primes fédérales, qui profitaient très majoritairement aux véhicules diesel. Eh bien, à l'époque, le marché, je dirais, était tiré par ces primes vers du diesel. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'avait pas nécessairement besoin d'une voiture diesel en achetait une malgré tout parce qu'elle était économiquement plus intéressante. Ce qui était un peu, je dirais, pas très logique par rapport à l'usage réel du véhicule. Alors je disais, la question c'est quelle motorisation choisir, parce qu'elles sont nombreuses, effectivement, les systèmes sont nombreux aujourd'hui. Philippe Decroc, bonsoir, vous êtes porte-parole de Traxio, c'est le secteur des garages, on va dire ça comme ça. Le client, c'est vraiment au centre de ses préoccupations aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas que l'essence et le diesel, il y a aussi toute une série d'autres motorisations. On s'y retrouve dans toutes ces propositions? Plus ou moins, mais on constate que la clientèle a beaucoup de questions, mais néanmoins ils sont intéressés, en tout cas dans les alternatives. En fait, on reçoit dernièrement beaucoup de questions sur les voitures électriques, en fait, les hybrides, parce qu'on en a discuté au niveau politique et au niveau fiscal, pour ainsi dire. Donc, il y a le CNG, donc les gens sont intéressés dans les alternatives. Ça veut dire ça? CNG, c'est le véhicule sur le gaz naturel, en fait. Et là aussi, les gens sont intéressés, en fait. Oui, mais quand il s'agit de signer le contrat, est-ce qu'on va quand même finalement plus vers le classique, on va dire, essence ou diesel? Oui, mais il y a, comme on a déjà dit, il y a quand même aussi, avec tout ce qu'on a dit sur le diesel et l'essence, on voit de plus en plus que le particulier, il se dirige vers l'essence, en tout cas pour les petites voitures, parce que comme on a déjà dit, on a vendu beaucoup de petites voitures en diesel pour avoir la prime. Ce sont ces voitures-là qui ont arrivé à 6 à 7 ans maintenant et qui reviennent dans les garages comme occasion, en fait. Tandis que maintenant, la clientèle est plutôt à la demande d'essence. Alors Christophe Wertz, bonsoir, vous êtes le porte-parole du groupe BMW. Dieseliste, BMW, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles diesel chez vous, il y a un diesel bashing pour l'instant. Comment les constructeurs le vivent? Alors on le vit relativement mal parce que ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas de raison de blâmer le diesel, en tous les cas les diesels modernes. Entendons-nous bien, il y a eu des vieux diesels et là ce serait une très bonne idée de les éliminer et de les remplacer. De l'avantage du pays où il y a pas mal de remplacements rapides des voitures. Les diesels actuels ne sont certainement pas à blâmer. Ils sont équipés de filtres à particules, ils sont équipés de AdBlue, autrement dit de pouvoir répartir et transformer les fines particules et le NOx de façon à ce que la voiture soit la moins polluante possible. Néanmoins, nous persistons à dire donc, est-ce que ça reste plus polluant aujourd'hui qu'un modèle essence? Non, ça ne reste pas plus polluant. En termes d'émissions de CO2, c'est plus favorable déjà. Donc il faut savoir aussi ce que l'on veut. Et les particules fines, ces fameuses particules fines emblâmées en ville. Ces particules fines qui sont emblâmées sont quasiment réduites à néant grâce aux catalysateurs que nous proposons et aux additifs que nous mettons dans nos moteurs. Donc ce sont des moteurs modernes, s'entend. Nous ne revenons pas sur des anciennes agrégations de l'Europe pour les moteurs diesel, mais pour les moteurs modernes, on ne peut pas vraiment les comparer à ce qu'il y avait auparavant. Et donc quand on dit la fin du diesel, parce que c'est vrai que de plus en plus de villes émettent des restrictions, alors pour l'instant c'est les vieux diesel, mais rien ne dit que ce ne sera pas le cas même pour les moteurs récents dans quelques années. Quand on nous dit fin du diesel, vous dites quoi? Alors nous disons fin du diesel, peut-être un jour, mais fin de l'essence peut-être un jour, fin de l'électricité peut-être un jour aussi, ça arrivera certainement, mais tout progresse. Je veux dire que ce soit de l'électricité, que ce soit du gaz naturel, qu'on en a parlé, que ce soit de l'essence, que ce soit de l'hydrogène également, les technologies évoluent et je pense que chacune a ses réponses aux attentes des consommateurs. Si on est en ville, effectivement, nous ne recommandons certainement pas du diesel. Si on doit descendre à la Côte d'Azur 4 fois sur le mois, peut-être que le diesel est beaucoup plus intéressant dans ce cadre-là. Et si on reste en ville, l'électricité est conseillée. En allant d'une ville à l'autre,
l'hybride est certainement la bonne solution. Alors on aura l'occasion d'en parler de l'électricité, mais pour continuer sur le débat, Philippe de Croc, sur le marché de l'occasion aujourd'hui, les diesels n'ont plus la cote ? En tout cas, les vieilles diesel, en fait, parce qu'il reste, comme monsieur vient de dire, si c'est mais un Euro 5... C'est quoi un vieux diesel? À partir de quelle année? C'est 4-5 ans? Ce sont des véhicules qui ont plus que 12 ans, en fait, 12-15 ans, et ceux qui sont dans le collimateur, ici, à Bruxelles et à Anvers. Mais bon, pour la norme Euro 5, par exemple, ça va arriver, donc d'ici 2025... Oui, mais les Euro 5 ou les Euro 6, ils passeront encore à Bruxelles pendant quelques années, y compris à Anvers, même... Ça dépasse Euro 5 ici à Bruxelles, c'est 2025. 2025, donc ça fait quand même encore 7 ans avant. Et là, ce sont des voitures qui ont été produites environ quelle année, les Euro 5? Quelqu'un peut me dire ici Nous, on est passé sur tous nos modèles Euro 6 depuis déjà à peu près 2 ans. Donc, ce sont des voitures qui ont déjà à peu près 7 ans. Ouais. Donc, ce ne sont pas des nouvelles autos. Donc, ce sont des autos qui vont déjà être renouvelées. Donc, mais ça, ces modèles-là, Euro 5, ils deviennent difficilement vendables aujourd'hui? Ça va encore, c'est surtout les vrais vieilles diesel, donc ceux qui ont 12-15 ans. Là, évidemment, quand en tant que particulier, on va demander à un concessionnaire pour reprendre sa voiture éventuellement, mais même les marchands ne seront plus intéressés puisque des véhicules qui ont plus que 15 ans et qui sont diesel, ils seront pour destination en dehors de l'Europe. Oui. En fait. Alors Christophe Dubon, on va citer un prix. Le diesel, 1,40 € le litre, c'est le prix d'aujourd'hui. Euro 95, 1,44 €. Alors les différences sont devenues vraiment minimes aujourd'hui. Ça plaide plutôt pour le véhicule essence, ça? Il y a une chose d'abord à savoir, c'est que cette volonté d'équilibrage des prix à la pompe, elle vient d'abord des pouvoirs publics, de l'Europe et puis de la Belgique. Maintenant, il est certain que, certes, l'essence et le diesel ont des prix qui s'équilibrent à la pompe. Par contre, en consommation brute, vous consommez moins avec un diesel sur de longues distances qu'avec un moteur essence. Donc il faut tenir ça en compte aussi. Il n'y a pas que le prix à la pompe, il y a la consommation également du véhicule. Et comme le disait Christophe Wertz, sur des longs trajets autoroutiers, le diesel conserve tous ses intérêts en matière de consommation et d'émissions de CO2. C'est quelque chose qu'il faut dire aussi au public. Alors c'est vrai, Christophe Wertz, on nous a vendu du diesel pendant des années. Aujourd'hui, le concessionnaire BMW ou Mini tient beaucoup plus compte de ce profil de l'utilisateur. Je dirais qu'on a toujours tenu compte du profil de l'utilisateur et de la demande du consommateur. Mais on a vendu parfois du diesel quand ce n'était pas nécessaire, alors, vous l'avouez. Christophe Dubon l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu un incitant de la part de l'État pour réduire les émissions de CO2. Le diesel y répondait plus et il est vrai que certaines personnes sont passées au diesel alors qu'ils n'en avaient absolument pas besoin pour des raisons fiscales, je dirais d'une certaine façon. Donc ce n'est pas le constructeur qui pousse à utiliser du diesel, de l'électricité ou de l'essence. Nous répondons à une demande, à une attente. Nous sommes là pour le faire d'ailleurs. Et donc dans ce cadre-ci, nous avons un certain rééquilibrage, mais sachant que notre clientèle parcourt de nombreux kilomètres, nous avons peut-être moins le rééquilibrage que nous entendons de façon globale, puisque nos utilisateurs, nos clients parcourent de nombreux kilomètres et gardent encore une certaine faveur pour le diesel, alors que les clients particuliers qui consomment moins de kilomètres reviennent peut-être, eux, effectivement, vers l'essence. Alors, donc, c'est ça, c'est une question de kilomètres. On dit, si on fait moins de 25 000, autant opter pour l'essence. C'est un peu ça qu'on dit, moins de 30 000. À partir de 30 000 km, il est quand même intéressant de passer au diesel. Essentiellement, si vous utilisez votre véhicule aussi en dehors des centres urbains, sur de longues distances, si vous faites beaucoup de kilomètres par an, mais toujours des petits trajets, c'est pas forcément intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles différents. Il y a l'essence, diesel, il y a l'hybride plug-in, il y a le moteur thermique avec des batteries qui sont comprises, donc l'hybride total, et puis il y a le gaz naturel, et puis il y a même le véhicule 100% électrique qui fonctionne grâce à un plein à l'hydrogène. C'est ce que commercialise Toyota. Justement, on a rencontré la porte-parole de Toyota au salon. Écoutez ce qu'elle en dit. Il y a une place pour chaque motorisation. Donc les voitures électriques, elles sont très bonnes pour les petites voitures et les petites distances. Les voitures hybrides se prêtent bien pour des voitures moyennes et des distances de toutes sortes, donc mixtes. Et la voiture à hydrogène se prête très bien pour les plus gros véhicules et des plus grandes distances. Donc également pour les bus et les camions. À partir de 2020, Volkswagen viendra sur le marché avec une nouvelle gamme, de la gamme ID, qui va se décliner en plusieurs modèles. Et à partir de ce moment-là, on aura des autonomies de 400, 500, voire 600 km à des prix beaucoup plus intéressants que maintenant. Et on pense qu'à partir de cette date, ce sera le vrai départ d'un marché de la voiture électrique.
Alors, vrai départ en 2020 de la voiture électrique, vous y croyez, Christophe Dumont ? Une chose est certaine, on voit depuis 2009 que de plus en plus de modèles sont disponibles sur le marché. Oui, mais au niveau des ventes, ça représente quoi ? Ça représente 2500 voitures par an actuellement en Belgique. Ouais, Après, donc, ça s'explique ouais. clairement. La voiture électrique elle est destinée actuellement à un public urbain qui n'a pas forcément un garage à disposition chez lui et qui donc n'a pas de borne de rechargement à domicile. Mhm. Comment pouvez-vous espérer vendre des voitures électriques à des gens qui n'ont pas les moyens d'en faire le plein? Là, on se tourne vers les pouvoirs publics et on se demande qu'est-ce qui est prévu à terme pour équiper une ville comme Bruxelles de bornes électriques accessibles au public. Alors c'est vrai que pour l'instant il y en a dans des parkings privés, mais elles sont souvent occupées. Ça reste très compliqué aujourd'hui. Un full électrique aujourd'hui, c'est difficilement vendable. Ça se vend correctement. Nous avons vendu l'année passée 650 voitures électriques, 100% électriques ou avec un petit prolongateur d'autonomie pour les autos. Donc ça se vend. Mais Christophe Dumont a entièrement raison. J'ai un de vos confrères qui m'a abordé hier en me faisant un grand clin d'œil en disant « Mais il y a plus de bornes sur votre stand ici au salon que pour toute la ville de Bruxelles. » C'est évidemment exagéré, mais c'est le problème. La Norvège a un maximum de voitures électriques. Nous vendons plus de BMW électriques en Norvège que de BMW thermiques. Il y a eu une volonté de l'État de les populariser, d'aider les gens à acquérir ce type de voiture. Sans aide à l'infrastructure ou à l'achat de la voiture, je pense que ça va rester encore un petit peu compliqué vu le coût de production de ces véhicules. Oui, alors on imagine, hein, c'est vrai que vous dites intérêt pour l'électrique, mais on le voit quand il s'agit d'acheter, il y a beaucoup de réticence de la part des clients. C'est quoi? C'est l'autonomie, c'est les batteries, on ne sait pas comment c'est elles vont l'autonomie, vieillir. c'est le prix un peu, et pour certaines personnes aussi, le manque encore de certains modèles en fait, parce qu'on a quelques petites voitures électriques, et puis on est directement parfois dans les hauts de gamme, sans citer des noms de marques. Ce qu'on attend, c'est un peu aussi des véhicules électriques, de véhicules familiales, mais ils arrivent en fait l'année prochaine. Parce que vous citez les bornes, c'est vrai qu'il y a un souci de bornes, mais est-ce que le vrai problème, Christophe Weir, c'est pas le manque d'autonomie et les batteries dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir Alors, ce sont deux débats différents. D'une part, l'autonomie, on l'a rappelé, le Belge comme l'Européen parcourt 38 km par jour en moyenne. On n'a pas besoin d'avoir une autonomie supérieure à 200 km pour parcourir 38 km par jour. Sauf que si on n'a qu'une voiture et qu'on va en province, par exemple, le week-end... Il y a des solutions qui existent pour ça. Nous proposons également, notamment pour les vacances, l'utilisation d'une voiture avec un moteur thermique pour partir en vacances ou la vendre. Donc vous avez dû trouver un plan B, quoi, si je puis dire. C'est un plan B, puisque nous sommes convaincus que l'électricité est effectivement destinée à une mobilité urbaine. C'est là où il y a le plus de problèmes de pollution. Donc résolvons d'abord le problème dans les villes avec des véhicules électriques. Pour aller plus loin, on peut rouler en électrique avec un modèle hybride, repasser sur le thermique quand on descend en vacances et repasser sur l'électrique. Donc les solutions existent. C'est plus psychologique qu'autre chose. Oui, j'ai bien compris, mais on les met en vitrine, c'est vrai. Hein, tous les constructeurs au salon les mettent en vitrine et on a l'impression parfois que c'est juste la signature de la marque et que derrière on vend du diesel et de l'essence, Christophe Dumont. Il est certain que ces produits sont des nouveaux produits, donc forcément les marques les mettent en valeur. Après, quand on écoute un peu ce qu'on entend dans les médias et qu'on voit un peu les décisions politiques de ces derniers temps, qu'est-ce qu'on entend? Fin du diesel à telle échéance, fin de l'essence à telle échéance. Donc les marques, et c'est logique, prévoient des solutions pour l'avenir. Donc est-ce que demain on aura un tout à l'électrique? Je n'y crois pas. Par contre, les solutions existent. Et c'est ce que les marques démontrent au salon. Oui, mais en attendant, je vous le disais, ça ne se confirme pas par les chiffres. Alors on cite... le porte-parole de D'Ieteren disait 2020 pour un véritable essor de l'électrique. Nous annonçons 2025 entre 12 et 25% des ventes globales de BMW dans le monde en électrifié. Oui, donc ça veut dire avec moteur thermique et batterie. C'est 100% électrique et c'est les moteurs hybrides rechargeables. Ouais. C'est les deux combinés. Ça va prendre des années. Il va falloir produire de l'électricité. Il faudra la produire de façon intelligente et propre aussi parce qu'on ne va pas remplacer un problème par un autre problème. Si on utilise des centrales au charbon pour produire de l'électricité, on déplace simplement le problème de pollution. Donc c'est aussi un investissement global, pas uniquement du point de vue du constructeur. Nous sommes un fournisseur de mobilité individuelle, pas d'énergie, c'est autre chose. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs systèmes. Hein. Il y a l'hybride total, il y a l'hybride rechargeable, il y a le full électrique et il y a cet hydrogène qui est lancé par Toyota où finalement c'est 100% électrique, mais il faut un plein d'hydrogène. Il y a une seule pompe actuellement. On voit là qu'on est vraiment dans une question d'image de marque. Hein. Mais j'irai peut-être au-delà de ça. Je vais prendre un autre exemple.
Le CNG, le gaz naturel compressé. En Belgique, c'est une technologie qui existe, qui est proposée par quand même un beau panel de constructeurs, mais qui s'immatricule très faiblement. Je vais en Allemagne, ces véhicules circulent à plusieurs centaines de milliers d'unités. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a investi dans un réseau de rechargement du CNG, simplement. Idem en Italie, idem en Amérique du Sud. Ces produits ont investi en amont pour pouvoir faire le plein de ces véhicules. Ce n'est pas le cas en Belgique. Oui. Et puisque vous trouvez des plans B par rapport à ce manque d'autonomie des voitures, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas dire ce que le pouvoir public ne fait pas, nous, on va le faire? Il y a déjà un constructeur dont je ne citerai pas le nom qui installe effectivement à son compte des bornes pour recharger les véhicules. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons notamment aux États-Unis avec des bornes rapides et qui acceptent tous les constructeurs, à l'inverse du constructeur que vous évoquez et qui les développe pour ses propres produits, les autres ne peuvent pas y aller. Nous le faisons en association avec d'autres constructeurs, en Europe aussi. En Allemagne, nous avons des bornes de rechargement rapide entre Munich et Berlin, et nous devons nous substituer effectivement, comme nous l'avons fait en créant ces véhicules qui répondent à un problème, en donnant une solution de mobilité aussi propre que possible. Donc oui, nous le faisons, mais nous ne pouvons pas nous y substituer. Je pense qu'il faut qu'il y ait un partenariat dans ce cadre-là et qu'il puisse y avoir aussi des aides de la part des pouvoirs publics vis-à-vis des entreprises. Oui, alors c'est vrai que la région a annoncé à plusieurs reprises qu'il y avait un plan d'installation de bornes pour charger les voitures. Vous avez l'impression que ça ne suffira pas? Mais un exemple très concret. Vous achetez demain une voiture électrique au salon de l'auto. Vous voulez aller sur Internet, trouver où se trouvent des bornes à proximité de chez vous. On n'a actuellement aucune solution harmonisée qui vous permet de savoir avec précision à tel endroit il y a une borne, à tel endroit il y a une borne. Ça n'existe pas actuellement. Ouais. Alors vous avez choisi, vous, la technique donc, de l'hybride rechargeable, mais bon, c'est vrai qu'il y a des reproches qu'on vous fait souvent, c'est que l'autonomie en full électrique, elle est très très faible, 30 à 40 km, et certains vont même jusqu'à dire à certains moments si vous ne faites pas un peu de greenwashing. Alors, il n'est pas question de greenwashing. Les voitures hybrides rechargeables sont de véritables voitures qui roulent à l'électricité sur une distance, effectivement, de 30 à 40, 50, et ça va continuer à progresser. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus? Simplement parce que c'est une question de production de batterie également, et que produire une batterie n'est pas forcément la meilleure solution environnementale. Donc, il faut absorber tous ces éléments à l'esprit avant de dire c'est propre, c'est pas propre. C'est un ensemble. Et donc, ces voitures ont des batteries qui se développent de plus en plus, qui vont aller jusqu'à 70, 80, peut-être 100 km en continuant en hybride. C'est la même chose pour nos voitures électriques. Nous ne voyons pas l'intérêt actuellement d'avoir une voiture qui va faire 500 km en électrique. Elle va peser 2,3 tonnes et elle va avoir besoin d'énormément de batteries qui, sur le cycle de production de la voiture, depuis le puits jusqu'à la roue, donc le moment où on commence à la faire jusqu'au moment où elle arrive sur la route, a un bilan environnemental qui est moins bon que celui d'une voiture diesel. Donc c'est plutôt le greenwashing ou le bashing dans l'autre sens qu'il faudrait un petit peu travailler pour que les gens comprennent les intérêts et les réalités du marché. Alors, dernière question, vous avez publié sur Internet, il y a un nouveau site qui s'appelle leguideauto.be où vous donnez une série de conseils pour choisir sa voiture. Celui qui demain va aller au salon de l'auto et qui a envie de signer un bon de commande, vous lui conseillez quoi, vous? Tout d'abord, de bien se renseigner, de bien définir son profil type d'utilisateur. Je crois que c'est la base. Quand vous achetez une voiture, c'est un investissement à long terme. Il est important de savoir quelle est votre situation. Seul, en couple, avec des enfants. Est-ce que je dois transporter du matériel? Oui, non. Quel type de chemin je parcours? Des longues distances, des petites distances? Dans quel environnement? Toutes des questions qu'il est bon de se poser avant d'opter pour une technologie plutôt qu'une autre. C'est quelque chose qui a été délaissé ces derniers temps et sur lequel nous, on veut insister à collaboration avec Traxio pour vraiment dire aux gens, achetez une nouvelle voiture, certainement, mais choisissez la bonne technologie. Merci en tout cas pour toutes ces explications et on vous renvoie au site assez didactique, leguide.be. Leguideauto.be. Leguideauto.be. Merci d'avoir été sur ce plateau.